tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans des conditions un peu particulières puisque je ne suis pas derrière ma bibliothèque comme d'habitude, je suis en fait à la Maison de la Poésie qui est une salle de spectacle parisienne en compagnie d'Arnaud Catherine qui est l'auteur de À la place du cœur, saison 1 paru à la collection R très récemment dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo parce que c'est un roman qui m'a beaucoup touché. Et donc aujourd'hui je vais poser quelques questions pour vous Arnaud Catherine. Donc bonjour Bonjour. Arnaud. D'abord, voilà, c'est un roman qui se passe en plein cœur des attentats de Charlie Hebdo qui ont eu lieu en 2015. Mhm. Et moi, la question que je me pose, c'est après ces événements, comment est venue l'écriture pour vous? Est-ce qu'il vous a fallu du temps? Est-ce que ça a été au contraire un souffle qui a permis de vous évader un peu? C'est pas venu tout de suite, non. En plus, moi j'ai toujours besoin d'un peu de distance sur les choses avant de me mettre à écrire les matières immédiates, à moins d'être sous le coup d'un énorme chagrin d'amour et de prendre des notes dans un cahier intime. Il me faut toujours un peu de distance pour m'emparer d'une matière. Simplement, et je suis vraiment pas le seul, je pense, parce que j'en ai bavardé avec des amis auteurs, on s'est tous dit, après cette semaine terrible de janvier 2015, et à plus forte raison au lendemain du 13 novembre, on s'est tous dit qu'on ne pourrait pas repartir en écriture, les uns et les autres, en faisant abstraction de ça, que c'était littéralement impossible. Alors on ne s'est pas dit tous qu'on allait écrire des romans à thèse sur les attentats ou sur le terrorisme, mais que en tout cas, niché au creux de une, deux, voire 15 pages, il y aurait ça. Et je crois que c'est en janvier, un an après en fait, en janvier dernier, que j'ai eu envie de commencer ce qui n'était pas conçu comme une série au départ d'ailleurs. Je voulais écrire un livre qui se passerait cette semaine-là, la semaine de Charlie et de l'hypercachère. Puis il se trouve qu'après j'ai eu envie d'engranger sur une saison 2. Mais en tout cas voilà, peut-être il aura fallu, c'est pas peut-être, il aura fallu un an pour que pas l'envie, parce que c'est pas de l'ordre de l'envie, la nécessité naisse d'un texte qui prenne ça en compte. Parce que je considère que La place du cœur, c'est pas un livre sur le terrorisme, Ouais. c'est pas un livre sur les attentats. C'est un livre qui se passe pendant cette semaine-là, et donc on ne peut pas en faire abstraction, et les attentats euh, tachent, si je puis dire, la page de sang. Ouais, d'ailleurs, moi, ce que j'ai trouvé très, très marquant en lisant le bouquin, c'est de voir à quel point, enfin, c'est de voir le personnage qui se retrouve confronté à deux extrêmes entre l'horreur des attentats Mhm. et l'amour qu'il éprouve pour Esther. Ouais. Et le choc de ces deux-là, il me semble, crée l'énergie du roman. Et du coup, est-ce que ce serait un peu ça qui a animé votre écriture? Ouais, le livre, il est venu de là. Parce que j'ai ressassé pendant longtemps cette envie d'écrire un livre qui prenne en compte les attentats, et en même temps j'avais vraiment pas envie de faire un livre exclusivement là-dessus, et un livre qui nous aurait exclusivement replongé dans les sensations dont on se souvient tous. Je pense que c'est comme dans ma génération pour les tours du World Trade Center, on sait tous où on était. Le soir de Charlie, le jour de Charlie, le matin de Charlie, on sait tous où on était pendant Damartin et l'hypercachère. Donc il n'y a pas besoin non plus de plonger le visage du lecteur là-dedans. Il faut très peu pour réanimer les sensations qu'on en a gardées. Les sensations d'effroi souvent et d'horreur. Euh, et tout d'un coup je me suis dit, et c'est aussi pour ça que je voulais que ce livre s'adresse à de jeunes adultes, j'ai repensé très très fort à quand moi j'ai vu les tours du World Trade Center s'écrouler, et où notre génération s'était dit que c'était la première fois qu'on assistait à la mort en direct, quoi, et où déjà on traînait un certain nombre de boulets, euh, notre naissance à la sexualité, à l'amour qui s'était fait avec le sida, l'horizon professionnel qui était déjà assez difficile en France. Et j'ai pensé à votre génération et je me suis dit, voilà, ils ont tout ça, et il y a le terrorisme en plus. Cet âge où on arrive en plein dans le cours de son devenir, cette période qui doit être normalement hyper exaltante, c'est toute cette période des premières fois, il y a ça, ce paradoxe du devenir, et moi c'est ce que je vous souhaite, de l'insouciance, parce qu'il faut la réinventer, il faut mordicus tenir à ça. Et il y a ça, il y a cette semaine de janvier, maintenant il y a aussi ce jour du 13 novembre. Donc je me suis dit,
Mettons ça en scène pour de jeunes adultes. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe très étrange de vivre son premier amour la semaine où des gens meurent de façon sauvage et barbare à Charlie et à l'hypercachère. Le livre est vraiment né de ça. Avec, je pense que ça se sent tout au long du livre, avec pour horizon, je réemploie ce mot à dessein, la vie. Comment est-ce que la vie s'entête? Comment est-ce que la vie persiste? Comment est-ce que la pulsion amoureuse, passionnelle et sexuelle persiste en dépit du sang versé? Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on le décide? Comment est-ce qu'on se dépatouille avec la culpabilité qui en émane? Toutes ces questions, quoi. Le livre ne répond pas à grand-chose. En tout cas, j'espère qu'il donne écho peut-être à des questions que certaines personnes de votre âge ont eu en tête, et certaines personnes de mon âge aussi ont eu en tête. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser à le blogueur La Voix du Livre, ouais, qui dit dans sa chronique que pour lui, c'est le roman un peu de notre génération. Et est-ce que ça vous a semblé difficile d'écrire pour les adolescents? Est-ce que ça a été difficile de trouver le ton de com, ou est-ce qu'il est venu assez naturellement? Alors ça fait longtemps que j'écris pour un public adolescent. Avant, j'écrivais pour un public peut-être plus jeune. Je pense à tous ces livres que j'ai publiés dans la collection Medium à l'école des loisirs. Là, c'est un livre peut-être vraiment pour des jeunes adultes. Mais ça, pour le coup, je crois qu'on ne choisit pas. J'ai énormément de mal à écrire pour les enfants, parce que j'ai du mal à convoquer l'enfant en moi. Ça c'est entre moi et moi. Je pense que je l'ai, pour X et Y raison, un peu congédié. En revanche, je me souviens très bien de l'adolescent que j'étais. Et il ne me semble pas si difficile, si insurmontable de le convoquer, et de convoquer sa voix surtout, et sa conscience. Il est là encore assez fortement. J'ai beaucoup d'ados ou de jeunes adultes dans mon entourage. Donc il y a aussi un son, une musique à laquelle je suis habitué. Donc quand je commence un livre pour adolescents ou jeunes adultes, je ne sais jamais si je vais être à côté de la plaque ou pas. J'essaye de faire en sorte que non. Mais en tout cas, c'est pas si laborieux que ça. Mais tout comme en littérature dite générale, ce que je préfère faire peut-être, c'est faire parler les femmes. Dire je à la place d'une femme, me mettre dans le corps d'une femme, tout ce que je suis pas. Il entre dans le travail de l'écrivain quelque chose qui ressemble vachement au comédien, quoi. Plus c'est loin de moi, plus je trouve ça exaltant, parce qu'en plus je peux me livrer sans avoir l'impression d'être impudique. Sont des masques, les masques sont vachement pratiques. Donc faire parler des adolescents ou des jeunes adultes, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Après, si des gens de votre âge me disent non, ça sonne faux, j'en prendrai acte, parce qu'il est un fait que je n'ai plus 22 ans. Voilà. Mais en tout cas, non, ça me semble pas être une construction, au fond, si loin de moi. Et je ne sais pas pourquoi on garde en soi des accents, des intonations, des inflexions ou des pensées propres à tel ou tel âge. Peut-être il y a des gens qui se souviennent particulièrement de l'enfant qu'ils étaient à 7-8 ans. Moi, c'est plutôt entre 15 et 25 ans, j'ai un souvenir extrêmement précis. Et voilà, et pour vous rejoindre, le lecteur, la lectrice de cet âge, il faut que je parte de cet adolescent-là. Oui. Sinon, je pense qu'on compose. Si on commence à se dire, alors, ça parle comment un adolescent Ah ouais, il y a tel mot qui est... Alors là, on est sûr qu'on fabrique, qu'on compose quelque chose. Mieux vaut repartir de soi, je pense. Et justement, vous parliez de théâtre juste avant. Donc vous écrivez pour le théâtre un peu, enfin en tout cas vous avez fait du théâtre. Vous écrivez pour le cinéma, pour la musique. Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces formes d'écriture s'entrecroisent quand vous écrivez un roman? Est-ce que les autres formes d'écriture, le cinéma, la musique, ont une influence sur votre manière de construire une histoire? Oui, très certainement. Mais alors chaque discipline artistique a des incidences sur l'écriture romanesque qui sont différentes. Oui. Par exemple, depuis que je fais de la scène, notamment avec mon compère Florent Marché, le musicien, je me retrouve du coup dans une situation de très forte exposition, notamment du corps. Et je sais que je ne suis pas revenu à l'écriture pareil. Mon écriture est moins pudique qu'avant. Je ne pense pas être dans une impudeur totale,
mais je m'autorise plus de choses depuis que j'ai exposé mon corps en scène. Voilà un exemple. Oui. Écrire pour le cinéma, c'est tout autre chose. Ça, ça fait avancer sur ce qu'est une dramaturgie, Mm. euh, qui fait partie de l'art romanesque. On raconte une histoire avec des virages, des rebondissements, des problématiques qui se dénouent, des résolutions, des chutes. Et le cinéma et le montage inhérent à l'écriture d'un scénario et au montage ensuite, ça aussi, ça m'a sans doute appris des choses pour composer un roman. Donc oui, d'écrire, et puis la chanson aussi. La chanson, pour moi, c'est la poésie moderne. Mm. Que ce soit d'ailleurs dans la chanson française, dans la pop, ou dans le rap, ou dans le slam. C'est de la poésie. Donc là, c'est plus la forme fulgurante et resserrée qu'on travaille. Voilà, donc ouais, tout me sert, je fais feu de tout bois. Que nous réserve la saison 2 du coup, de À la place du cœur? Alors, la saison 1 donc, se passe sur une semaine avec Côme, le héros. La deuxième saison, qu'est-ce que je peux en dire sans tout dévoiler et sachant que je ne sais pas tout parce qu'il n'est pas fini d'écrire. J'en ai les 2 tiers quand même. J'ai bien bossé D'accord. cet été. J'ai même fait que ça. Le deuxième, la saison 2, elle ira de février, là où s'est arrêté la première saison, jusqu'au Bataclan, jusqu'en novembre. Mais on ne sera pas exclusivement avec Côme, on sera avec d'autres personnages, on sera avec lui bien sûr, mais je vais donner voix à 2 autres personnages, Niels, son cousin bordelais, qu'il rejoint pendant l'été à Arcachon, et Esther, qui apparaît déjà dans la saison 1, et on va voir apparaître d'autres personnages, le frère de Côme dont il a été question par voie téléphonique mais qu'on n'a pas encore vu, le frère d'Esther, enfin voilà. La saison 2 va être un peu plus chorale et ma foi, je suis en plein dedans donc je m'en tiendrai là parce que sinon je vais dire des choses qui peut-être vont disparaître. Aux corrections. Et vous prévoyez plusieurs tomes ou ça s'arrêtera au deuxième? Je sais pas, on verra. Quand j'ai terminé la saison 1, c'est au moment de terminer la saison 1 que j'ai dit à Glenn Tavnek, mon éditeur, que j'avais envie d'une saison 2. Je ne l'ai su qu'à la fin de l'écriture. Donc je ne peux pas savoir ce que je ressentirai quand j'aurai mis le dernier mot à la saison 2. Voilà, on verra. Et justement, est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter comment s'est passée votre rencontre avec la collection R? Cette collection, je la connais par Glenn Ouais. Tavnek, qui est un ami. Et donc, fatalement, comme c'est un ami, je m'intéresse à ce qu'il fait. Et mois après mois, je l'ai vu monter cette collection. Moi, j'ai publié dans d'autres maisons d'édition que j'adore, hein, l'École des loisirs, Actes Sud Junior, Thierry Magnier. Voilà. Et puis j'ai vu Glenn monter pas à pas sa collection avec une espèce d'audace que j'ai aimée. Ça ne m'étonne pas de lui d'ailleurs. Et j'ai vu les titres qu'il publiait. J'ai vu qu'il aimait mettre les pieds dans le plat. Et moi, je considère que quand on écrit des livres, il faut d'abord penser à essayer de dire les choses qu'on ne dit pas ailleurs, qu'on ne dit pas sur TF1 en prime time parce que ça fait pas assez d'audimat, je sais pas quoi. J'ai tout de suite perçu que c'était ça qui l'intéressait, d'essayer de faire exister des choses qui ne pourraient pas exister ailleurs. Et cette audace-là m'a vachement plu, c'est juste la liberté, quoi. Et quand j'ai songé à ce projet, je l'ai appelé très spontanément et je lui ai dit je vais t'expliquer voilà, le projet que j'ai et puis après tu me dis est-ce que ça te fait envie ou pas. Et on s'est vu et il m'a dit banco, on y va. Il n'avait rien lu et voilà. Et il m'a formidablement accompagné pendant l'écriture du livre et surtout il n'a cessé, et ça c'est très important parce qu'il faut y être forcé dans la vie, il n'a cessé de me forcer à être libre. Il n'a cessé de me forcer à envoyer foutre toutes les autocensures qui pouvaient se mettre sur mon chemin. Et moi, même à mon âge, mon vieil âge, j'ai encore besoin que des gens me disent que le plus important, c'est d'être le plus libre possible, c'est-à-dire le plus soi-même possible. Et en tant qu'éditeur, il est super doué pour inciter à la liberté. Ouais. Voilà comment ça s'est passé, ma rencontre avec cette belle collection. Je me demandais aussi, parmi tous les personnages dont vous dressez, que vous mettez en scène dans À la place du cœur,
Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs auxquels vous vous identifieriez plus que les autres? Je suis partout, comme d'habitude. C'est le plaisir aussi hein, de se distribuer, même à des endroits où personne ira me chercher. Si j'étais un peu sommaire et caricatural, je vous dirais que c'est peut-être Esther qui me ressemble le plus. C'est pas vrai. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aime bien aller me cacher presque, me réfugier dans des figures où a priori on m'attendrait pas. Je pense qu'ils me ressemblent tous un peu ces personnages. Voilà. Jusqu'à Niels, que j'ai bien en tête parce que j'ai fini il n'y a pas très longtemps de le faire parler dans la saison 2. Ouais, je me distribue un peu partout. Et pour finir, j'aurais une dernière question un peu particulière qui vient du personnage de Théo. Si vous pourriez changer quelque chose de votre vie, vous changeriez quoi? De ma vie à moi? Ah oui. Alors comment répondre de façon pudique à ça? Parce que autant ça me plaît assez bien de faire tomber mes pudeurs dans mes livres, autant à la ville, ça jamais. Mais je vais quand même essayer de vous répondre. Qu'est-ce que je changerais? D'un point de vue artistique, absolument rien. Si c'était à refaire, je referais exactement les mêmes choses dans le même ordre. Et je prierais le ciel pour rencontrer les mêmes personnes au même moment. Parce qu'on n'est jamais rien seul et que je ne suis fait que des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont porté, qui m'ont fait naître, quoi. Donc c'est pas là qu'il faudrait aller chercher une envie de changement. Je ferais un peu moins n'importe quoi avec mes amours, peut-être. J'en prendrais peut-être... je prendrais un peu plus soin de certains amours passés que j'ai peut-être bâclés. Parce que je pensais qu'il y avait autre chose à faire et qu'il fallait avancer. Et ça peut être le travers des écrivains et des artistes, ça. Virginia Woolf parlait de cette sphère de l'écriture comme d'une deuxième vie. Et c'est vrai que c'est une deuxième vie, c'est un troisième poumon. C'est quelque chose qui décuple notre vie. Et le danger, quand on est artiste, c'est de se réfugier dans cette seconde vie et de s'y enfermer au bout d'un moment et de négliger la vraie vie. Et il y a quelques années, je me suis dit ça. Je me suis dit, attention, t'es en train de ne vivre que dans ta seconde vie. Fais gaffe à la vraie vie, la première. Fais gaffe à ne pas la négliger. Et donc c'est quelque chose, c'est une façon un peu détournée, mais je pense répondre à votre question. C'est quelque chose auquel maintenant je m'astreins de façon consciente et volontariste. Cesser de négliger ma première vie, sans abandonner cette seconde vie qui est un tel plaisir et une telle passion. Mais voilà, il faut essayer de respecter l'équilibre entre ces deux vies. Merci d'avoir pris le défi de répondre à la question. Merci à vous. Et ensuite, j'ai trouvé ça vraiment très juste. C'est pas complexe, ça se donne pas trop d'air, mais c'est pas non plus bête. J'ai trouvé au contraire que c'était intelligent, que ça posait bien toutes ces questions, qu'on s'attachait au personnage, qu'on le comprenait, et que parfois c'était même très poignant.